Gabriel, je vous remercie pour notre interview que l'on va mener aujourd'hui. Pour moi, Gabriel, vous êtes l'un des piliers du marketing en France et notamment de l'inbound marketing. C'est pour ça que je suis très fier de vous avoir aujourd'hui avec nous pour cette interview. Avant que nous commencions dans cette interview, peut-être pouvez-vous vous présenter. Alors, cher Yann, d'abord merci de m'avoir invité. Je suis toujours ravi de pouvoir promouvoir, parler de l'inbound marketing, qui est pour moi beaucoup plus qu'une technologie marketing, même un art de vivre professionnel, car c'est une vision tout à fait différente du marketing. Et je crois que même la situation actuelle, avec tous les incidents sanitaires, invite à mettre en œuvre l'inbound marketing, qui, je le rappelle, signifie comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher. Alors, pour me présenter, je dirais simplement que je suis tombé dans l'inbound marketing par hasard à la suite d'une conférence de Seth Godin, qui est l'apôtre de la permission marketing. Il a écrit un fabuleux bouquin qui s'appelle Permission Marketing et qui là veut dire il ne faut envoyer de messages qu'à ceux qui vous en ont donné la permission et qui l'ont désiré. Et de la permission marketing, il est vraiment, je dirais, le fondateur de l'inbound marketing. On arrive directement à l'inbound marketing. Alors, juste un mot, je ne vais pas être très long sur ma carrière. Je suis un ingénieur de formation, car j'avais envie d'être dans le monde scientifique, parce que, comme souvent dans un esprit familial, mon grand-père est ingénieur, mon père est ingénieur, il était évident que le fils devait être ingénieur. Tout à Mais fait. par un séjour, et je suis devenu MBA de l'université d'Austin au Texas, eh bien, à l'université d'Austin, j'ai eu l'occasion de plonger dans le marketing et la communication qui m'a beaucoup plu. Et j'ai plutôt, après, je me suis dirigé vers la communication B2B, du fait d'ailleurs de mes origines plutôt industrielles. Et donc, depuis une vingtaine d'années, j'ai participé donc à une aventure de la communication pour créer, il y a 3 ans, Studio Butterfly, une agence de communication dirigée spécifiquement dans l'inbound marketing, car je crois à cette démarche qui va avoir de très belles journées devant elle. Nous, on connaît depuis très longtemps l'outbound marketing, qu'on a enseigné depuis des décennies dans les écoles de commerce. Pensez-vous que l'outbound marketing va être maintenant remplacé par l'inbound, qui est plus récent, mais d'où maintenant, avec l'essor des réseaux sociaux, est beaucoup plus poussé que l'outbound? Je dirais qu'il faut que les deux stratégies vivent en bonne intelligence et en bonne harmonie. Parce que l'important, ce n'est pas la stratégie. L'important, c'est le client, ou le prospect, ou le persona, comme on dit. C'est le client idéal. Eh bien, le plus important, c'est de le joindre, c'est-à-dire de mettre en avant le touching point, c'est-à-dire le point de contact, et de lui transmettre le message là où il est, selon sa volonté. Et selon sa volonté, ça peut être l'inbound marketing, ça peut être l'outbound marketing. Mais moi, j'irai plus loin. Aujourd'hui, de notre expérience, de l'expérience que nous avons avec nos clients, il y a en fait 3 stratégies qui matchent, c'est-à-dire le growth hacking, qui est l'extraction des données, c'est-à-dire savoir à qui on s'adresse, avec des adresses emailing pro, avec son numéro de téléphone, avec sa fonction et avec ses attentes et ses problématiques. Deuxièmement, il y a l'inbound marketing, c'est justement comment l'attirer à soi sans être obligé de le chercher. Et donc, il faut mettre en œuvre une stratégie d'appât. Et troisièmement, quand on a trouvé les personnages, que ceux-ci se sont révélés par eux-mêmes et que l'on veut les séduire, il faut personnaliser son message, c'est-à-dire il faut entrer en ABM, Account Based Marketing, qui veut dire la gestion personnalisée des comptes. Dans ton livre, qui s'appelle donc l'inbound marketing au quotidien, tu développes le persona. Et le persona, c'est vrai que malheureusement, on n'entend pas assez dans l'inbound marketing. Peux-tu nous en dire plus? Alors, le persona, c'est un terme latin qui a toute sa valeur parce que je pense que celui qui l'a trouvé, qui l'a mis en œuvre, je pense que ce sont même des Américains qui se sont inspirés pour une fois de la langue latine, c'est venu, je pense, du terme intuitu personae.
Et institut personnel, même on travaille dans le domaine juridique ou dans le domaine financier, c'est quand on s'adresse personnellement à une personne donnée. C'est ça le persona, c'est trouver la personne dans sa réalité rationnelle et émotionnelle. Et donc, pour arriver à le séduire et à l'attirer, il faut à la fois analyser son comportement rationnel, c'est-à-dire ses besoins, et son comportement émotionnel, c'est-à-dire ses désirs. Et effectivement, dans mon récent livre, j'ai voulu montrer qu'il y a à la fois la pyramide de Maslow, qui est connue, archi-connue par les étudiants, par tout le monde, c'est la pyramide des besoins de Maslow, avec 5 types de besoins, jusqu'à l'expression de ces besoins de manière très claire. Et moi, j'y ai rajouté aujourd'hui la pyramide des désirs, c'est qui touche le persona dans son univers émotionnel, avec 5 niveaux de désir pour l'atteindre. C'est le désir d'inattendu. Je trouve qu'on ne saisit pas assez le fait que nous sommes submergés d'informations et que pour toucher quelqu'un, il faut le surprendre. Ensuite, il faut un désir d'émotion. Il faut le surprendre, mais pas de manière négative, il faut le surprendre de manière positive, avec susciter chez lui une certaine émotion. Cette émotion, eh bien, quand il la ressent, c'est comme dans la vie privée, comme dans la vie professionnelle, il a envie de la partager. Donc, c'est un désir de partage. Et les gens avec qui il va partager une information peuvent créer quelque part une communauté. Et cette communauté, je l'ai intitulée désir d'appartenance, pour, in fine, le plus important, atteindre le désir de valorisation de soi. Et on acquiert des clients quand le client pense qu'en traitant avec tel ou tel fournisseur, c'est lui qui va se valoriser et pas, il ne va pas valoriser son fournisseur. Et bien, je pense que la pyramide des désirs précède la pyramide des besoins et induit 5 stratégies de communication. D'accord. L'important, bien sûr, que le persona soit illustré de manière rationnelle et émotionnelle. D'accord. Et as-tu un avis pourquoi il est si peu décrit dans ce inbound marketing? Alors, il est si peu décrit parce que les gens font, à mon sens, l'erreur d'être sous la dictature de Maslow. C'est-à-dire que les gens ne voient que les besoins. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est ce que je dis dans mon bouquin. Quand ils se disent, bon, j'ai eu des réunions avec les clients, on va analyser les besoins de nos prospects, de clients. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait pour analyser les besoins? Bien évidemment, il y a toujours un directeur du marketing qui dit, on va faire une analyse des besoins. Et comment faire une analyse des besoins? On fait une étude. On va interviewer les gens, dire quels sont vos besoins. Et alors, les gens, en général, répètent toujours une démarche, comme j'appelle ça la démarche du rétroviseur, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de dire je veux un prix plus compétitif, je veux une qualité meilleure, je veux un service après-vente. C'est toujours, excuse-moi une expression anglaise, le même bullshit. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes réponses. Et ça induit quoi? Ça induit des stratégies de communication identiques que de celles du concurrent, qui a fait la même étude de besoin et qui est arrivé aux mêmes conclusions. Donc, il y a une démarche MeToo qui s'induit. Et au départ, l'inbound marketing, qui doit se dire comment faire venir les gens à soi sans être obligé d'aller les chercher, pratique la stratégie, la pyramide des besoins. Et donc, cette pyramide de besoins entraîne une certaine démarche, d'où parfois un gap, d'où parfois un bug, pour le fait de mettre en œuvre une stratégie qui est rationnelle, mais qui n'est pas attirante. Alors que s'ils mettaient l'accent sur une démarche, la pyramide des désirs, eh bien, ils auraient envie d'attirer, de séduire, de décaler une information, d'avoir enfin des articles qui, au lieu d'être rationnellement pesants, deviennent des articles où l'objectif premier, comme je l'ai dit dans mon bouquin, c'est d'abord d'avoir du plaisir à lire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, plus on ira dans une démarche, je dirais, émotionnelle, plus on aura, je pense, le plaisir de constater que les gens vont venir sur le site, vont venir à une conférence, vont venir à un webinaire. Alors ensuite, il faut quand même, et bien sûr, mettre l'accent sur les plus-values, capter le client. Et ça, c'est une démarche en numéro 2. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je te rejoins. On voit souvent
sur les réseaux sociaux notamment, que ce qui marche le plus, les posts, ce qu'on appelle les posts, donc qui marche le plus sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est relatif à l'émotion en fait. Lorsqu'on voit un petit chat, des animaux ou des blagues, tout de suite, ça engage énormément de commentaires et de likes, Et etc. surtout, dans une démarche un peu de décalage et de questions qui est fondée pour moi. Il y a 3 niveaux d'intérêt pour attirer les gens. Premièrement, et je le dis à tous mes rédacteurs, posez une question et n'affirmez pas. Parce que quand on pose une question au début d'un article, la personne qui lit s'implique dans la réponse. Si on lui donne déjà la réponse, c'est absolument... les gens disent bon, « je ne suis pas d'accord » et ils zappent. Ou alors « je suis d'accord » et ils zappent aussi. Donc, la question permet d'introduire le débat. Et je le dis souvent, comme le dit Nietzsche, ce n'est pas le doute, mais c'est la certitude qui rend fou. Donc, il faut provoquer le doute. La deuxième raison pour laquelle, à mon sens, et c'est ce que j'indique au rédacteur, il faut souvent avoir une question qui est liée à un paradoxe. C'est-à-dire qu'on s'attend à une question banale et elle est paradoxale. Et puis le mieux, c'est l'oxymore. C'est vraiment de mettre 2 mots qui ne s'accordent pas. J'ai par exemple un article que j'ai écrit récemment sur la raison d'être. Maintenant, c'est très, très à la mode dans les entreprises, et je l'ai intitulé « Friedman ou Faber, point d'interrogation, qui a raison ?» Alors, les gens, ils connaissent Friedman ou connaissent Faber, c'est très bien. Enfin, je ne réponds pas, je pose la question. Et Friedman, c'est le libéralisme, et Faber, c'est la raison d'être, et c'est une démarche sociétale. Mais cet article a eu beaucoup de succès, il a été fait il y a quelque temps, parce que je posais une question. Dans votre dernier livre, donc le L'inbound marketing au quotidien, j'ai noté un passage intéressant un des passages intéressants, c'est sur le brand content. Donc je vous lis l'article, enfin le paragraphe qui en réfère. Alors, Dans le cadre. je le montre je montre le livre à Oui, tout à tes fait. auditeurs, voilà. Voilà, excellent livre d'ailleurs. Alors, dans le cadre de l'inbound marketing, le désir précédant le besoin, le brand content poursuit non seulement un objectif de conviction homéopathique, mais avant tout celui de créer de l'empathie vis-à-vis de la marque. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Eh bien, je dirais presque ça, c'est issu du B2C. L'origine de cette réflexion, c'est de voir comment les marques ont touché le cœur, l'esprit d'un certain nombre de clients pour en faire presque des followers qui aiment cette marque. C'est-à-dire qu'on arrive, par exemple, il y a les fans d'Adidas, des fans de Nike, des fans de tel ou tel produit. Et en général, à mon sens, ce n'est pas les valeurs techniques qui ont incité à adhérer à ces marques, mais ce sont les valeurs affectives. Ouais. Et les marques ont développé ces valeurs affectives pour que les gens se valorisent en achetant une paire de chaussures chez Decathlon, une paire de chaussures Nike, Adidas, etc. Eh bien, je pense qu'en B2B, on peut atteindre ce niveau-là, c'est-à-dire d'être fier de disposer, je ne sais pas, voilà, d'un ordinateur Apple, d'un iPhone qui coûte beaucoup plus cher que Samsung. Et donc, créer ces valeurs affectives relève de 3 valeurs, de 3 caractéristiques. Il faut qu'une marque développe son caractère, son ton et son style. Et comment peuvent-ils développer ces 3 valeurs, caractère, ton et style? Eh bien, c'est que ça soit lors d'une vidéo, que ça soit lors d'un article, que ça soit lors d'une infographie, que ça soit lors d'une convention. C'est une manière d'être, une manière de parler et une manière de s'exprimer. J'ai un cas que je trouve très intéressant, qui est un cas qui m'est arrivé par hasard. Il m'est arrivé de devoir louer un studio. Et il y a une société de location d'appartements qui s'appelle Blue, B-L-U-E. Donc déjà, ce n'est pas
IMO quelque chose, ce n'est pas immobilier plus vie. C'est un terme de couleur. Et Oui. j'ai discuté avec le président de Blue, qui a imaginé un comportement de ses collaborateurs à l'image des valeurs de la couleur bleue. Et c'est vrai que lorsqu'il y a eu ce dialogue avec des collaborateurs de Blue, eh bien, il y a une empathie, il y a une sympathie, il y a un sourire, il y a un intérêt, il y a un dialogue. Et j'ai eu des gens qui m'appelaient par mon prénom, je les ai appelés par leur prénom, et qui ont eu un discours qui changeait complètement du discours habituel d'une agence immobilière. Eh bien, je lui ai dit à ce président, eh bien, écoutez, je suis agréablement surpris de cette notion d'empathie, de chaleur humaine, de différence, de courtoisie, de sourire que vous pouvez même percevoir derrière les messages d'emailing. Et il m'a dit, mais Gabriel, je me permets de le dire, c'est en lisant vos livres que j'ai acquis cette conviction que l'affectif doit précéder le rationnel. D'accord, d'accord. Et donc, Voilà, c'est ainsi qu'il se différenciait par rapport tout à à... fait. Et même dans le discours, dans le emailing, dans la manière de parler d'un appartement, mais c'était le jour et la nuit du discours classique, rationnel, carré d'une agence immobilière. D'accord, Et en d'accord. plus, elle s'appelle Blue. Vous voyez, c'est quand même, c'est pas IMO machin, c'est pas, Ah oui, voilà. Et alors, évidemment, le graphisme, toute la ligne graphique relève du bleu, des nuances de bleu, et voilà. On oublie souvent, et j'y insiste, et je pense l'avoir traduit dans mes livres, c'est que l'impertinence fait partie du plaisir de lecture ou du plaisir d'audition. Au lieu de n'enfiler que des perles rationnelles, s'il vous plaît, pratiquez l'humour et l'impertinence. d'accord, d'accord. Alors, avant de terminer cette interview, euh, souhaites-tu rajouter quelque chose que nous n'avons pas encore abordé Aujourd'hui, je suggère de pratiquer trois stratégies, trois techniques, que j'aime pas le mot technique, ou du moins je préfère le mot stratégie. Donc, de commencer par le growth hacking, qui est vraiment l'idée fondée sur je dirais, l'acception suivante. Communiquer, c'est d'abord vendre. Donc, il faut se préoccuper de trouver les bons personas et de les attirer à soi, c'est-à-dire de ne pas attirer peut-être 10 000 personnes, mais d'attirer les 1000 qui sont concernés par votre société, par la vocation de votre société. Donc, un, communiquer, c'est vendre. Ensuite, par le growth hacking. Deuxièmement, communiquer, c'est attirer. Et donc, vive l'inbound marketing. Et troisièmement, communiquer, c'est créer une relation avec vos clients pour les fidéliser. Et donc, la troisième stratégie, c'est l'ABM, l'Account Based Marketing. Alors, je serais heureux que vous adoptiez cette trilogie et pour ce faire, peut-être pour vous en convaincre, de lire mon futur livre qui va paraître en décembre 2020 aux éditions Pearson, que j'ai écrit en collaboration avec un ami, partenaire et expert en marketing qui s'appelle Laurent Olivier et qui est un expert en ABM. Eh bien, si vous avez l'envie de plonger dans ces trois stratégies, je vous invite donc à lire le livre suivant dont le titre est De l'inbound à l'account-based marketing, les nouvelles routes du marketing. Et je pense que vous allez acquérir un nombre très agréable de clients. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, merci Gabriel pour cette interview très instructif, comme toujours, je dirais. Et puis, bah, j'espère vous avoir pour un autre interview lorsque votre nouveau livre sera disponible, sera dans les bonnes librairies. Merci beaucoup Yann, merci pour cette interview. Et puis j'espère que nous aurons l'occasion, bien sûr, de renouveler ce type d'entretien ou d'interview. Très bien, À avec bientôt. plaisir.
À bientôt. Au revoir, Gabriel. Au revoir, Yann.